Et j'ai une question business. On va voir si tu es bien renseigné. Est-ce que tu peux m'expliquer comment se répartit la fortune de Donald Trump aujourd'hui? Alors attends, on est le vendredi 29 mars 2024. Comment se répartit la fortune de Donald Trump? Ok, excellente question. Donc la fortune de Donald Trump se répartit avec, on va dire, deux très grandes masses. Une masse pour laquelle il est connu depuis très longtemps, c'est l'immobilier. Et on va revenir à l'intérieur pour savoir comment c'est découpé, point numéro un, et surtout pourquoi son patrimoine immobilier est différent du patrimoine immobilier de beaucoup d'autres gens, notamment parce qu'il a fait un truc qui nous tient vraiment à cœur, tu le sais, sur cette chaîne, c'est du personal branding avant l'heure. Là, nous, on voit réseaux sociaux, machin, mais Trump, en fait, c'est du personal branding dans les années 80. Et ça, il l'a attaché à un patrimoine immobilier. Et on va revenir dessus, parce que c'est hyper important pour comprendre pourquoi, on va dire, l'empire Trump est très différent de n'importe quel fonds de real estate ou de gros investisseurs real estate que tu peux trouver dans le monde. Point numéro 2, et c'était pas le cas il y a encore 3 semaines, donc si on avait fait ce podcast il y a 3 semaines, j'aurais même pas pu te répondre ça. Les 2 tiers aujourd'hui de sa fortune, au moment où on parle, en tout cas hier, jeudi, les 2 tiers de sa fortune sont liés à des actions de son nouveau réseau social, donc Truth, donc vérité en français, et c'est la valorisation de ces actions du réseau social qui a été introduit en bourse via une SPAC, donc qui a été fusionnée avec une société, et qui lui ramène a priori aux alentours de 4 milliards de dollars. 3,6, 4,2, les mecs sont pas tout à fait d'accord, alors est-ce qu'il y a des conversions euro-dollar, mais globalement, grosso merdo, 4 milliards. Sachant qu'il a à peu près 2 milliards en real estate. Voilà. Le reste de son patrimoine, il a environ, on remettra le graphique, je ne le connais pas évidemment par cœur, mais il a environ 180 millions d'euros de autres business. On ne sait pas exactement ce qu'il y a dedans. Faut comprendre, probablement des business de production de, tu vois, j'en sais rien, de nourriture, des restos, de tout ce que tu veux. Enfin bref, 180 millions là. Et il y a à peu près 400 millions de ce qu'on appelle liquid assets. Donc liquid assets, du cash sur des comptes, des actions, des bons du trésor divers et variés. En tout cas, des trucs que tu peux, soit du cash, soit des trucs que tu peux vendre assez facilement. Peut-être des cryptos d'ailleurs, j'en sais rien. Voilà, a priori, le snapshot rapide du patrimoine de Trump. On avait un petit schéma que tu m'avais envoyé en préparant ce podcast, et donc je pense que tu pourras l'afficher. Parce que c'est intéressant de voir avec précision, avec les petites bulles, qu'est-ce qu'il y a exactement. Et en échange de ça, il y a quand même de la dette, puisque sur un patrimoine immobilier, tu as toujours de la dette, en tout cas très souvent, et les fameux lawsuits pour plus ou moins 500 millions, donc 460 millions pour le lawsuit avec le procès avec l'État de New York, et 80 millions de plus, si je dis pas de conneries, pour le procès avec une dame qui l'accuse de tout un paquet de trucs. D'ailleurs, petit disclaimer quand même, ici on va pas parler de Trump en termes de politique, on va pas essayer de comprendre et de savoir s'il est bien, si on l'aime, on le déteste. Le but c'est vraiment de faire un état des lieux business et pas de savoir s'il va gagner les élections 2024. Tu vas voter pour lui ou pas, toi? Si t'étais américain, tu vas voter pour lui ou pas? Non, je rigole, bien entendu. On ne répondra pas à cette question. Question très compliquée. Mais je pense que les Je- élections américaines, blague à part, je pense que les élections américaines vont être hyper intéressantes et vont être Ouais. extrêmement compliquées. Extrêmement compliquées. Bien sûr. Alors juste, bien entendu, on mettra le schéma que je trouve fascinant, que j'ai trouvé sur une newsletter business, actu, bref. Et je vous encourage vachement à le regarder parce que vous allez avoir des détails à l'intérieur même de ce que vient de dire Alex. C'est-à-dire, OK, il y a 2,7 milliards qui correspondent à son patrimoine immobilier. OK, concrètement, ces 2,7 milliards, comment eh bien, ils se répartissent entre tous ces biens immobiliers, etc., etc. Si vous vous intéressez un peu à comment est-ce qu'un milliardaire eh bien, répartit son patrimoine, je pense que ça va être hyper intéressant d'y jeter un petit coup d'œil. Bien entendu, on le mettra en lien en bio. Moi, j'ai envie de revenir, s'il te plaît, rapidement sur son réseau social, Trust Social, parce que pour être honnête avec toi, ce truc, je pensais qu'il était mort. En fait, j'en avais entendu parler lorsque c'est sorti, il y a un an peut-être, je sais même plus. Je me suis dit, ah, c'est rigolo, tiens, c'est intéressant, il s'est fait bannir, ça peut peut-être marcher. Et après, j'en ai mais plus jamais entendu parler. Après, j'ai donc Elon Musk a repris Twitter, très intéressant. Il y a eu pas mal de spéculations sur, ok, est-ce que Donald Trump ou pas va revenir sur Twitter, blablabla.
Et à ce moment-là, je pensais que Truss était totalement, et les logiques étaient, les discussions, les débats étaient de dire non, Trump ne va pas revenir parce qu'il a son réseau, et donc s'il revient sur Twitter, ce serait un échec de son réseau, etc., etc. Et donc à ce moment-là, je partais déjà du principe que son truc était semi-mort, en coma artificiel, et qu'il allait disparaître. Et là, il y a quelques jours, je vois quoi? Je vois une valorisation de Trust Social. Tout à l'heure, t'as dit 4 milliards, je sais plus, mais 4,6 milliards, c'est ça. 4,6 milliards de valorisation pour ce truc, même un peu plus d'ailleurs. Je crois que les 4,6 milliards, c'est les parts qu'il possède. C'est les Ouais, parts qu'il c'est possède. sa part à lui. Ouais. 4,6 milliards, c'est sa part à lui. La valorisation totale, elle tourne aux alentours des 6 milliards. Alors bon, ça fluctue, mais. Et là, c'est là où il y a un truc qui est hyper important de comprendre. On peut dire que le truc est surévalué, machin. Aujourd'hui, Truth Social, c'est entre 3,5 millions et 4 millions de CA annuels. Ok? Donc 4 millions de CA annuels. En France, tu as des milliers et des milliers de PME qui font 4 millions. C'est rien. Normalement, tu rentres pas en bourse quand tu fais 4 millions de CA. Sachant que là-dedans, il n'y a aucune tech révolutionnaire. Tu vois, à la limite, on dirait, ouais, c'est de l'ordinateur quantique et pour l'instant, tu vois, t'as pas de marché pour ça ou il est très petit. Bon, ok, fine. Mais là, on parle d'un copycat de Twitter sorti 20 ans ou 23, 24 ans plus tard. J'exagère à peine, hein. Ouais, 2004, 2006, Twitter, non, j'exagère, 18 ans. 18 ans plus tard, de... enfin, tu vois, il n'y a rien qui justifie une valorisation de ce prix-là, si ce n'est une chose, un truc, l'image de Trump lui-même. Le mec vient quand même quasiment en scred, hein, du jour au lendemain. Je suis d'accord avec toi, on n'entendait plus parler rien. Le type ressort et te valorise une boîte, disons à 6 milliards, en quelques semaines, sans que tu aies rien vu venir, sur une boîte qui génère max 4 millions de CA, donc les pertes, elles doivent être colossales. Je ne les connais pas, mais le résultat net, il doit être, ça doit être moins 10 millions par an, j'en sais rien, un truc comme ça. Et du coup, ces shares sont valorisés à 4 milliards et il gagne plus d'argent sur sa valorisation de patrimoine grâce à ça que sur ses 30 ou 40 ans, ou 50 ans même maintenant, je ne sais pas, d'immobilier. C'est juste monstrueux. On ne se rend pas bien compte de la puissance du personal branding, de l'effet de levier monstrueux que ce truc a permis. Maintenant, certains diront oui, mais il est en politique, donc peut-être qu'il a promis des trucs aux investisseurs s'il est réélu, et pour être réélu, il faut qu'il puisse payer ses lawsuits, donc il faut qu'il ait quelque chose avant. Tu peux prendre toutes les spéculations du monde et te dire, si évidemment je me fais l'avocat du diable, je pense que, tu vois, en réfléchissant 10 minutes, on va trouver une méthode pour surévaluer une boîte et rendre cette surévaluation aux gens. Mais enfin, aujourd'hui, on n'en sait rien. Tout ce qu'il a fait est purement légal, purement nickel, et a priori, il y a vraiment des mecs qui ont acheté de l'action sur ce truc-là. Et ensuite, quand ils l'ont envoyé sur le marché public, bah, ces grands fans, ils ont répondu et ils ont acheté l'action à ce prix-là. Ouais, le Ça, premier jour, le premier jour, l'action de Truss a augmenté de 16%. Le premier jour. Et comme tu l'as dit, ouais. sur une boîte qui est en perte totale. Bah ouais. Et donc, si tu veux, c'est là que on voit la puissance du personal branding. Et je voudrais y revenir maintenant, donc attaquer ce que j'ai dit en intro, c'est-à-dire de dire, ok, Trump et l'empire Trump, c'est quoi? Historiquement, depuis le jour 1, c'est du personal branding avant l'heure. Trump, il récupère la boîte de son père. Donc son père était un magnat de l'immobilier new-yorkais qui avait une très très belle boîte qui s'était développée en grande partie grâce aux programmes sociaux autour de New York. C'était un des plus gros constructeurs et promoteurs de New York, basé sur le social. Et il gardait dans une foncière la plupart de ses programmes. Et il les louait, si tu veux. Et donc, il était payé par ce qu'ils appellent aux États-Unis les welfare. Donc les welfare, c'est ce que chez nous, les APL plus ou moins, ou tu vois, ou la CAF, ou tout ce genre de trucs, quoi. Donc, business pas forcément super juteux en termes de marge, mais très 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 stable. Et à l'époque, c'était quand même plus juteux que ça ne l'est aujourd'hui de faire du logement social. Donc les mecs se sont développés, énorme patrimoine, boum, Trump arrive, reprend le truc. Et Trump, son idée à ce moment-là, il me semble que dans l'histoire, ils sont plus ou moins niqués sur un programme social, ça marche pas, ils perdent pas mal d'argent. Et Trump là se dit, l'avenir, c'est pas au social. L'avenir, c'est au luxe. L'avenir, c'est à des projets qu'on pourrait qualifier de désirables.
Et là, il commence les grandes manœuvres à acheter sur la 5e avenue des... Il a acheté un de ses coups les plus connus, c'est le Hyatt de New York, où, si tu veux, en gros, il fait des hôtels 5 étoiles, des penthouses de luxe, des bureaux très très haut de gamme pour les traders de Wall Street et tout ce genre de trucs. Et là, dès le début, il se market comme l'actif marketing de la boîte. C'est d'ailleurs le seul mec que tu connais, enfin, à ma connaissance, la Trump Tower, elle porte son nom. Quand tu achètes, tu vois, je sais pas, t'as vécu à Paris, il n'y a pas la Bouygues Tower, tu vois, à chaque fois que tu achètes un logement. Non. Lui, il prend des prime locations, il fait du prime finition dedans et tout ça, et il met son nom dessus. Et il laisse aussi son nom au luxe, à de la qualité, et, on va le dire comme ça, hein, mais à une énorme paire de couilles. En mode, je prends des paris que personne veut prendre, je fais des trucs risqués et tendus, mais je m'en fous, j'assume. Et donc il se développe, si tu veux, pendant toutes les années 80, cette image de gros businessman prêt à prendre du risque et tout. Il monte et il market ça. Et si tu veux, il devient pour les Américains une sorte d'idéal de l'American Dream. Il joue dans des films, il joue dans Maman j'ai raté l'avion, tu vois. Et le truc, il le fait monter, il le fait monter, il le fait monter, il le fait monter. Et c'est ça qui lui a donné la visibilité derrière pour pouvoir, en 2016, enfin, à plusieurs reprises, parce qu'en fait, il a candidaté à plusieurs élections présidentielles. La seule où il est allé au bout, c'est 2016, et il s'était retiré avant à chaque fois. Mais plusieurs fois, il a laissé comprendre qu'il se présenterait en politique et en tant que président. Et tout ça basé sur du personal branding bien avant l'heure. Bien avant l'heure. Juste en faisant du marketing classique, en étant dans les journaux, en passant à la télé, en donnant des interviews et tout ça. Donc, évidemment. C'est pour ça que quand il a mis la main sur Twitter, enfin sur son compte Twitter et que ça commençait à bien marcher, bah, le mec avait déjà l'habitude. Il savait ce qu'il faisait sur Twitter. Il savait très très bien ce qu'il faisait. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, et c'est là que c'est très fort, c'est quand ça a commencé à mal marcher. Il est allé après à Atlantic City. Atlantic City étant pas super loin de New York, une station balnéaire où il y a plein de casinos et tout ça. Et là, il a commencé à ouvrir des casinos à Atlantic City, notamment le fameux Taj Mahal, le truc qui lui a pété à la gueule et qui l'a quasiment ruiné dans les années fin des années 90, début des années 2000. À vérifier la date exacte, mais plus ou moins ça. Il a mis, il a mis son empire partout, ok, Trump, machin, le truc se passe mal. Qu'est-ce qui l'a sauvé à cette période-là, quand il était en difficulté? Le fait qu'on est allé le chercher pour The Apprentice. The Apprentice, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce de vieille version de Qui veut être mon associé ou Shark Tank. Mais plus centré corporate, c'est-à-dire, tu vois, c'est pas tant centré startup, j'investis sur des trucs, mais en mode, j'évalue des mecs pour voir s'ils sont bons pour faire exploser des boîtes. Et ça, il aurait récupéré 500 millions de dollars de cash entre ça, le fait qu'à partir de là, il a sorti des bouquins, l'art du deal et tout ça, il a sorti un jeu de société version Monopoly, version Trump, si tu veux, et tout un paquet de produits dérivés. Donc une deuxième fois, quand il est au fond de la vague et que ça devient compliqué et tout ça, une deuxième fois, il se sauve grâce au personal branding. Et il remonte la pente comme ça. Il remet son empire à flot, il regagne de l'argent, il sort des histoires de casino, il plante un paquet de mecs au passage, mais voilà, il s'en sort. Son empire remonte, il a sa Trump Airline, bon ça marche pas, ok, pas de souci, mais tu vois, il relance des business tout le temps sur son image. Tout le temps, il fait 14 ans de The Apprentice. Et évidemment, au moment de 2016, de revenir en politique, et donc on connaît l'issue, hein, et de gagner, encore une fois, son image l'aide. Son image l'aide parce que pour beaucoup d'Américains, on peut l'aimer et le détester, c'est un autre sujet, mais pour beaucoup d'Américains, il est un idéal de réussite. Il est un idéal de American Dream, si tu veux. Et il utilise son image pour gagner des élections. Ce qui renforce encore le truc. Et ce qui fait que là, tu vois, il peut se permettre de relancer Trousse, parce que, encore une fois, il représente une partie des Américains, il représente un discours en mode, tu vois, il faut America First, il faut défendre les Américains, il faut arrêter de se faire marcher dessus, blablabla, enfin, tous les trucs qu'il raconte. Et du coup, il fait adhérer plein de mecs à sa plateforme. Alors, elle fait que 3 millions de résultats, mais la réalité, c'est que le marché se dit, il a une telle force de conviction, et il a un tel personal branding, et une telle audience, et une telle communauté. Là, on parle quand même d'une communauté prête à dire, je veux que ce mec-là soit mon président.
Tu sais, on parle souvent d'engagement. Là, l'engagement, il commence à devenir vénère quand tu te dis, je veux que ce mec-là prenne toutes les décisions sur mes impôts, sur est-ce qu'on va en guerre ou pas, sur qu'est-ce qu'on fait de l'environnement, sur qu'est-ce qu'on fait de notre politique économique, sur qu'est-ce qu'on fait des politiques sur notre territoire. Donc le niveau d'engagement de la communauté, il est vénère. Et je pense que c'est ça, dans cette dernière étape, qui donne une valorisation extraordinaire et complètement hors marché à Truth Social, quand bien même Truth Social est une entreprise qui n'a pas de fondement économique. En tout cas, à un instant T, une boîte qui fait 4 millions de CA ne peut pas valoir grosso merdo 6 milliards. Et encore moins en bourse. Encore moins en bourse. À la limite, en privé, avec des VC, machin, tu fais ce que tu veux. En bourse, en marché public, normalement, ça n'existe pas. Tu te fais découper le premier jour. Bah là, non. C'était un très Super bon intéressant ce petit exposé, ouais. Passionnant. Non, mais et en fait, si tu veux, c'est là que c'est. Enfin, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il se. Enfin, lui s'est dit, je me fixe pas de limite, en fait. Lui s'est dit, mon image, c'est quoi? Grossièrement, c'est, encore une fois, l'expression de l'American Dream. C'est un mec qui a peur de rien. C'est un mec qui. Tu sais, les Américains, ils adorent ça, make things happen. C'est en mode, je fais arriver des choses dans le vrai monde. Genre, il y a pas d'obstacle, tu vois, je fonce. Et, et ça parle à toute une classe des États-Unis, et je pense à toute une classe partout dans le monde, qui se dit, j'en ai ras le cul de Steve Jobs et Elon Musk et tout ça, parce que j'ai pas 360 de QI, parce que je suis pas méga créatif, parce que probablement j'enverrai jamais de fusée sur la Lune, tout ce genre de trucs. J'ai pas l'idée à 17 ans de créer un social media machin nanana. Par contre, acheter un immeuble, le découper en 5, le vendre plus cher et faire une prestation de luxe pour le vendre à des mecs plus riches que moi, ça je comprends parfaitement, tu vois. Et il y a ce côté terre à terre, tu l'as dit, il parle avec des mots simples, il s'adresse à une population qui aime ce qu'il raconte et à une population qui, tu vois, veut ça et est nostalgique de ce business des années 80-90 où c'était le mec qui a les plus gros muscles autour de la table qui gagne. Et il représente ça parfaitement. Encore une fois, on n'aime pas, c'est totalement un autre sujet. Mais il représente parfaitement le côté make things happen. Genre, personne m'arrêtera. J'ai pas inventé un truc de dingo. J'ai pas Harvard et 360 de QI. C'est pas le sujet. Mais par contre, je prends un sujet et je le dépile jusqu'à ce que j'en ai gagné des milliards dessus. Et s'il y a des hauts, des bas, c'est pas mon souci. Tu vois, enfin, c'est pas son problème. Lui, il avance. Il avance. Il a des problèmes de dette, il avance. Il a un procès en ce moment, il avance. Tu vois, il se représente aux élections. Je veux dire, en France, t'as un procès pour 500 millions, mais il n'y a aucun candidat qui va au bout. Enfin, tu vois, pour 3 costumes, on a enlevé François Fillon de la course présidentielle. Je sais plus si c'était Fillon ou quoi, mais tu vois, pour 3 costumes, c'est devenu un scandale. Lui, on parle de 500 millions, tu vois. Et c'est assez fraude à l'État de New York. Pas grave, il avance. Et ça marche partout, mais spécifiquement aux États-Unis, c'est un message important à envoyer. Et d'ailleurs, si tu veux, lors de son premier mandat, il l'avait dit en disant, il avait un peu mis Big Tech de côté, quoi. Et c'est de mémoire, c'est sous lui qu'il y a eu où ils sont tous passés devant le Congrès, expliquer ce qu'ils faisaient des datas, pourquoi ils étaient bons pour les États-Unis, et ainsi de suite, tu vois. Et il a relancé, alors pareil, on peut le déplorer, mais il a relancé toutes les régions qui avaient du fracking, donc tu sais, du pétrole, du gaz de schiste. Tout ce qui est gaz de schiste et tout ça, il l'a relancé. Et donc, d'un point de vue écologique, on se dit, ouais, c'est une catastrophe, qu'est-ce qu'il fait? C'est un malade. Mais sur place, les mecs, eux, ce qu'ils entendaient, c'était, on va relancer une industrie qui nous a gavés pendant des années. Donc, ils sont super contents parce que ça donne de l'emploi à tout le monde, ça donne des revenus très locaux dans des États qui étaient un peu en difficulté. Et donc, il a chopé dans ces États-là une cote de popularité, mais monstrueuse. Voilà, voilà. Ok. Je regarde s'il y a d'autres choses dont je voulais parler sur ça. Euh,
Non, juste si on revient un peu sur la demande, du coup, c'est une demande de 500 millions. Là, Ouais. il a réussi à faire à faire un gros coup avec Truth Social. Pour résumer rapidement, la problématique, c'est que tous ces fonds ces parts sont bloquées pour l'instant. Il peut rien vendre pendant 6 mois au moins. Ouais, pendant 6 mois, Euh, exactement. Ouais. et la problématique, c'est que dans 6 mois, enfin, tout le monde sait lorsque son vesting est fini, tout le monde sait qu'il doit payer 500 millions. Et donc peut-être que, enfin, tout le monde sait que dans 6 mois, il y a moyen qu'il dump sur l'ensemble de ses investisseurs. Donc il y a moyen que tout le monde dump avant lui. Parce qu'il y a de grandes chances qu'ils vendent à ce moment-là. Donc voilà, il y a personne, il y a des chances que les gros investisseurs du moins partent avant. Donc la question c'est est-ce que finalement cette grosse valorisation va lui permettre d'éponger un peu ses dettes. J'ai cru voir aussi qu'il pouvait piocher, alors je ne sais pas vraiment comment ça marche au niveau des États-Unis, mais qu'il pouvait piocher dans les fonds de sa campagne. Alors je ne sais pas si c'est directement auprès des Républicains ou alors si c'est auprès de son parti MAGA qui l'a créé. Si on reprend un peu l'infographie, Ouais, il peut il y piocher a... 21 millions. Il Ok. semblerait, alors pareil, je suis pas comme toi, je suis pas un expert évidemment sur les lois américaines, mais il semblerait qu'il puisse payer jusqu'à 21 millions de dollars de legal fees sur sa campagne. Donc, mais bon, 21 millions de dollars, ça, tu vois, ça enlève pas grand-chose aux 500 quelque chose qu'il doit, quoi. Mais en effet, tu peux aux États-Unis apparemment utiliser une partie de tes fonds de campagne pour venir payer tes procès et donc arriver clean lors de la final race, quoi. Et ça, il me semble, pareil, on remettra l'infographie, mais il me semble que c'est aux alentours de 20 millions de dollars. Mais, Ok, ouais. alors, moi, ce que je comprends pas bien, par contre, c'est il a 400 millions de liquid assets. Il pourrait utiliser les 2 tiers de ces liquid assets pour payer vite, sortir du problème, et ensuite vendre de l'IMO pour se reluer s'il veut rester avec autant de liquid assets. Le sujet, il semblerait, c'est que sur l'IMO, il soit jamais tout seul, ou rarement tout seul. Je m'explique. Quand on dit il a la Trump Tower, alors je sais pas si c'est le cas de la Trump Tower, mais sur tout son portefeuille de real estate, il le partage avec d'autres mecs. C'est-à-dire que là, ce qu'on voit, c'est sa valorisation, mais probablement le bâtiment entier coûte plus cher que ça. Donc s'il a 100 millions sur un bâtiment de 200 millions, il a 50% des parts. Ce qui fait qu'il ne peut pas liquider comme ça du jour au lendemain le bâtiment. Il peut pas le vendre. Soit il vend ses parts, mais t'as pas forcément envie d'être associé avec un autre mec ou quoi. Soit il vend à l'autre mec, mais le mec a pas forcément le cash. Soit il faut qu'il s'accorde avec l'autre type pour vendre tout le bâtiment. Et ça, c'est pas si simple que ça. Donc je pense que en fait sur la partie real estate, déjà le real estate c'est rarement liquide, enfin c'est pas très liquide. En tout cas c'est un actif qui met du temps à être liquidé. Mais si en plus t'es pas tout seul et qu'il y a plein de gens qui doivent prendre une décision, tu vas mettre très 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 longtemps à le liquider ton patrimoine. Et Et, donc je et puis, pense que et puis, un des problèmes vient de là. Ouais, vas-y. et puis aussi au niveau du real estate, je crois il a des très très lourdes dettes sur ses biens immobiliers, ce qui rend la vente beaucoup plus difficile. Ah bah clairement. Bah, déjà, ça rend la vente difficile et puis surtout, dans ce genre de cas, si tu liquides, tu dois, enfin, je sais pas comment ces contrats sont constitués évidemment, mais a priori, tu dois rembourser la dette immédiatement. Donc, s'il liquide, il a 100 millions sur un bâtiment. S'il y a encore 50 millions de dettes, bah lui, il va toucher que le net, quoi. Si en plus, tu as des remboursements anticipés, tu peux te les faire facturer. Donc, si ça se trouve, ça lui coûte plus cher de liquider maintenant que d'attendre le terme. Donc c'est pas un très bon calcul. Sortir, si tu veux sortir normalement, hein, je sais pas, encore une fois, je sais pas les contrats qu'il a, ça je sais pas comment c'est foutu pour lui, mais normalement sortir d'un prêt de manière anticipée, ça te coûte un peu plus cher que si tu avais tout fait normalement. En tout cas en termes de cash flow, c'est pas super intéressant. Ok. Bon alors petite prévision. Selon toi, comment il va s'en sortir? Est-ce que comment il va réussir à vendre les choses? Moi, je pense que c'est pas clairement pas de choses social qui va l'aider parce que je pense que ce truc c'est une bulle. Donc soit ça s'effondre avant 6 mois, soit dans tous les cas ça va s'effondrer puisque il y aura un vesting. Tous les investisseurs vont vouloir vendre avant, à moins qu'il y ait une promesse du type les mecs, parce que il y a aussi les présidentielles américaines arrivent. Ouais. Et on sait que Trump va être un acteur majeur. Et on sait que il y a peut-être aussi une promesse, une croyance qui est de dire, ok, Trump va être suivi par tout le monde. Trump ne va pas parler sur Twitter, pas parler sur Facebook, il va parler uniquement sur Truth Social. Donc il y a moyen que ça crée, eh bien,
une attractivité de dingue pour la plateforme, une acquisition de dingue pour la plateforme, plus tous les médias vont commencer à relayer. À mon avis, il va sortir des dingueries pendant les élections présidentielles justement en ligne. Tous les médias vont relayer ça, tous les médias vont dire, vont faire un petit lien vers ton social. Il y a moyen que en termes d'acquisition, ça explose, que le revenu explose. Donc c'est peut-être aussi la croyance, la promesse de regarder, il y a les élections, regardez, il y a un momentum qui va se créer, va y avoir une traction de dingue, et donc forcément, un chiffre d'affaires qui va augmenter. Ouais, il y a un autre truc qu'il peut faire, qui est faisable aux États-Unis, qui est pas faisable pour nous en France, c'est quand tu as une boîte, une startup en gros, tu peux emprunter contre tes actions. Donc, nous en France c'est très compliqué, mais déjà c'est très compliqué d'être coté, mais enfin il y a peu de startups en fait qui vont jusqu'à l'IPO, donc déjà on va dire c'est difficile d'avoir des datas. Aux États-Unis, ce qu'ils font beaucoup, ce que Adam Newman avait fait avec WeWork par exemple, c'est que tu dis j'ai 4 milliards d'actions. Tu as ce qu'on appelle une LTV, donc loan to value. Donc on dit, ok, tes actions, moi je vais te les décoter. Ta LTV, disons, c'est 50%. Donc tu as 4 milliards, c'est-à-dire que si ta LTV c'est 50%, je peux te prêter jusqu'à 2 milliards. Bon, surtout s'il n'aura pas 50% de LTV, mais il peut avoir, 15% de LTV, et 15% de LTV, il emprunte auprès d'une banque 500 millions. Ces 500 millions, il paye son lawsuit. Et ensuite, il a 10 ans, 15 ans, 20 ans pour faire ça. Et si jamais il fail, la banque saisit les actions de trousse. Sauf que s'il fail tout, en fait, il n'en a rien à branler parce que ces actions, ce sera du papier et elles vaudront plus rien. Non, mais quelle banque va vouloir accepter de faire ce système, ce process sur une boîte? C'est un meme coin le truc. Je veux dire, ça génère aucune thune en termes de trafic. Quand tu regardes sur SimilarWeb, ils sont à 5 millions de trafic par mois. C'est que dalle, hein. Ouais, mais non, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Mais WeWork, ça perdait chaque année 1 milliard, et il y a des mecs qui l'ont fait. Hein. Je sais plus si c'est Goldman ou je sais plus la banque ou Bank of America. Enfin, je sais plus la banque qui l'a fait. Mais il y a une banque qui a prêté à Newman, je crois 100 millions. Tu sais, c'est expliqué dans la série en plus. Il y a un moment où il va emprunter 10 millions, je crois, ou un truc comme ça, et la banque lui dit, oh, on peut monter à 100. Hein. Et Newman se retrouve avec une ligne de 100 millions contre des actions qui, aujourd'hui, au moment où on se parle d'ailleurs, valent zéro. Et donc, je serais pas inquiet, enfin, je serais pas surpris en tout cas qu'il fasse la même chose à Trump. D'autant plus si le mec a une chance de devenir président de la République. C'était pas le cas de Newman. Hein. Donc là, à niveau influence, c'est pas mal aussi. Donc, moi, je serais pas inquiet. Enfin, je suis pas inquiet sur ça. Il va trouver un moyen de s'en sortir. D'autant plus si il commence à être un candidat, et c'est le cas, hein, un candidat important lors de la présidentielle. Là, ça va lui ouvrir des... Enfin, les portes sont déjà ouvertes, mais ça va remettre une pièce dans la machine pour dire, bah ouais, mais s'il est réélu président, on va peut-être lui faire un prêt, tu vois. On va peut-être pas se le mettre à dos, peut-être qu'on aura des passes droits, machin. Enfin, c'est une imbrication, tu vois, de stratégie politico-financière et une réalité économique. Et à la limite, ils lui demanderont, de contre-garantir encore plus avec son patrimoine immobilier. Peut-être. Tu vois, je sais pas, des hypothèques de second ou troisième rang, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas ce qui peut se passer, mais tu vois, ils vont réussir à faire on va dire un pot pourri avec tout ça et se dire, ok, bon an, mal an, on retrouvera nos 500 millions, quoi. Mais attention, hein, Trump, il a déjà planté des banques, ça le gêne pas. Hein. Au moment des histoires de casino, là, Atlantic City, il y a des mecs qui ont pris le bouillon avec lui. Hein. Ça va pas l'embêter. Hein. Ok. Bah écoute, on s'arrête là. Ouais. Écoute, l'avenir nous dira ce qui va se passer.